ce livre? Alors, je demande d'abord dans ce livre que le Canada a joué un rôle très important et j'ai pu fouiller dans les archives du gouvernement canadien pour découvrir par exemple que l'officier qui a permis d'arrêter Lumumba lors de sa cavale est un officier canadien. Mais quand la France appelle, contacte Mobutu, François Mitterrand, quand je dis la France, François Mitterrand contacte Mobutu pour lui demander d'accueillir les réfugiés Hutus et que Mobutu ouvre les frontières à l'est du Zaïre à l'époque, ça, c'est pas un calcul contre le pays. Je suis très content que vous posiez cette question. C'est une question que je traite dans le livre, parce que je parle de l'implication française dans cette situation. Vous savez, je détaille même la stratégie militaire utilisée par Kagame pour arriver à ses fins. Hein, les observateurs étrangers disent eux-mêmes qu'il y a des graves irrégularités. Quand on est un analyste politique, on déchiffre les dires, on sait lire entre les lignes. Ils savent que ce n'est pas ça la vérité des urnes. Parce que s'ils savaient que c'était ça la vérité des urnes, ils allaient utiliser un autre langage. Y a-t-il un problème Tshisekedi en fait pour la RDC? Est-ce que Tshisekedi fait l'affaire pour la communauté internationale ou non? Est-ce que Tshisekedi peut être un partenaire viable aux yeux de la communauté internationale? Mais le problème n'est pas de savoir ce que la communauté internationale veut, c'est ce que les Congolais veulent. Et nous ne sommes pas là pour fonctionner selon les desiderata des Occidentaux. Nous devons nous mettre ça dans la tête, nous les Africains en général, pas seulement les Congolais. Vous pensez que les Congolais vont manger état de droit? Vous pensez que les enfants qui ne sont pas scolarisés vont manger état de droit? Mais non. Il y a beaucoup de pays africains qui sont des états de droit, vous le savez, mais qui connaissent des situations socio-économiques terribles. L'état de droit, c'est bien. C'est très bien pour un pays. Si l'UDPS l'a proposé, c'est très bien. Seulement, ce n'est pas suffisant. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur RM Communication et Congo Mukili. Nous accueillons aujourd'hui M. Patrick Mbeko, qui est un analyste politique qui traite de tout ce qui est géopolitique et plus précisément en RDC. M. Mbeko est aujourd'hui avec nous pour essayer d'expliquer et d'étayer encore plus ces différents postes qu'il a pu fournir au peuple congolais, soit sur Facebook ou sur le blog de RM Communication. Monsieur Mbeko, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Droit de Cité qui est notre émission. Merci. Alors pour commencer Monsieur Mbeko, je voudrais que vous puissiez nous parler de votre prochain livre à sortir, parce que si on a bien compris, c'est votre actualité aujourd'hui, c'est la sortie d'un livre. Oui, je suis ici en France pour des questions concernant mon livre qui sort très bientôt. Et donc j'ai fait des tours un peu partout pour essayer d'aborder le sujet avec certains acteurs. Et donc là, je me prépare à faire le lancement, mais je ferai le lancement au Canada, étant donné que je vis au Canada. Et donc je suis de passage ici, juste pour traiter certaines questions d'ordre administratif et technique, en lien avec mon éditeur et autres. D'accord. Et que traite votre livre, puisque c'est sensible, de quoi parle votre livre aujourd'hui? Mais comme l'indique le titre, mon livre traite de l'implication du Canada dans les guerres en Afrique centrale. Et donc le sous-titre, c'est « Génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé ». Je parle de l'implication canadienne dans la déstabilisation de l'Afrique centrale
étant donné qu'il y a plusieurs livres déjà qui ont abordé le sujet sur l'implication américaine, belge et française. Donc souvent on parle de ces pays, on aborde très rarement l'implication canadienne. Et pourtant l'implication canadienne est beaucoup plus vive, si je peux dire, dans la région des Grands Lacs. Mais l'implication canadienne est visible sous quelle sorte en fait? L'implication canadienne n'est pas vraiment visible. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Souvent, nous voyons la main américaine, nous entendons parler des compagnies américaines et tout ça, des compagnies minières, je veux dire. Mais très peu de personnes savent, par exemple, que 3/4 des multinationales minières de par le monde, 3/4 est canadien. Canadiens par leur forme juridique ou canadiens par les personnes qui gèrent la société, les sociétés en question? Dans toutes les formes. Parce qu'une compagnie qui est basée au Canada, elle est canadienne. Une compagnie qui est cotée à la bourse de Toronto, de Vancouver, elle est canadienne. Et souvent, ces compagnies jouissent aussi des fonds canadiens. Et donc, ce n'est pas pour rien que ces compagnies vont s'installer au Canada. Si elles vont au Canada, c'est parce que la juridiction canadienne est une juridiction de complaisance. Donc, une compagnie qui est impliquée dans des guerres ou dans la destruction de l'environnement ailleurs dans le monde ne peut pas être poursuivie au Canada. Il est très difficile de les poursuivre au Canada à cause de la juridiction canadienne. Voilà pourquoi toutes ces compagnies vont au Canada. Et d'ailleurs, dans mon livre, je ne parle pas seulement des compagnies, je parle aussi de l'implication canadienne dans la déstabilisation sur le plan purement militaire. Donc je parle du Rwanda, je pars du Rwanda pour arriver à la RDC, mais c'est aussi un livre d'histoire dans la mesure où je remonte dans l'histoire pour aborder l'implication du Canada dans la mort de Lumumba. Et comment le Canada a pu être impliqué dans la mort de Lumumba alors que l'histoire nous laisse des livres nous parlant de la mainmise des Belges et autres sur la RDC et l'implication de la Belgique sur la mort de Lumumba. Qu'est-ce que vous démontrez dans ce livre? Alors, je demande d'abord dans ce livre que le Canada a joué un rôle très important et j'ai pu fouiller dans les archives du gouvernement canadien pour découvrir par exemple que l'officier qui a permis d'arrêter Lumumba lors de sa cavale est un officier canadien. Et donc je parle de beaucoup, il y a beaucoup de faits répertoriés dans le livre. Par exemple, vous savez que nos soldats ont eu à combattre les soldats canadiens à 4 reprises. Donc ça vous montre à quel point les Canadiens étaient impliqués. En quelle période nos soldats ont combattu? Juste après l'indépendance, quand les troupes de l'ONU sont arrivées au Congo. Voyez-vous, mais vous parlez tantôt de livres d'histoire, mais qui ont écrit ces livres d'histoire? Et les livres d'histoire souvent abordent certains pans de l'histoire aussi. Et moi j'aborde un autre pan, c'est-à-dire l'histoire continue de s'écrire. Et cette fois, ce ne sont pas les Occidentaux, les étrangers qui vont écrire l'histoire du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Et d'ailleurs, je reprends ce que Lumumba dit, il dit l'histoire ne sera pas écrite ni à Washington, à Londres, à Ottawa ou à l'ONU, ou à Bruxelles. Ce sont les Congolais qui vont écrire leur histoire, et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ceci est votre second livre ou... C'est mon premier, je suis en train de travailler sur un second. Vous travaillez sur quoi actuellement? La Libye. La Libye. Ouais. Donc vous passez de la RDC à la Libye Comme vous savez, je m'occupe souvent des questions géopolitiques. Donc sur le plan international, pas seulement sur le Congo. Et donc le cas libyen m'a intéressé parce que dès le début, j'avais même prédit, si vous vous rappelez, l'invasion de la Libye, quand j'ai vu tout ce qui se passait en Égypte. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je savais que la Libye était la prochaine cible. Et bien entendu, après que j'ai prédit cela, 3 semaines après, la Libye était envahie. Et donc il y a eu une forte propagande des médias dominants du Nord sur le fait que Kadhafi avait massacré son peuple et tout ça, donc pour justifier l'invasion de l'OTAN. Et ça m'a rappelé le Congo aussi, ça m'a rappelé le Rwanda. Parce que dans ce livre sur la Libye, je ne parle pas spécialement, je parle de la Libye, mais j'essaie de montrer un peu ce parallélisme-là. Mais entre ce qui s'est passé, oui, j'arrive, entre ce qui s'est passé au Congo et au Rwanda, donc voilà. Ah, mais puisque nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce livre, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, qu'est-ce que le Rwanda, par exemple, qu'est-ce que vous dites dans votre livre, en quelques mots bien sûr, sans dévoiler tout le contenu du livre, quelle est l'implication du Rwanda
dans ce que les Congolais vivent aujourd'hui? À partir de 1988-1989, les Américains avaient décidé de changer, de redéfinir les rapports de force et les jeux d'alliance dans la région des Grands Lacs. Donc ils avaient misé sur les Tutsis qui sont aujourd'hui au pouvoir, les Tutsis rwandais, mais qui étaient partis de l'Ouganda. Donc quand Museveni arrive au pouvoir, il est accompagné, il est aidé par Paul Kagame et Fred Urigema, qui était le fondateur du FPR. Donc dès qu'il arrive au pouvoir, Museveni encourage les Rwandais à reconquérir leur pays parce qu'il y avait un problème de réfugiés Tutsis. Entre-temps, ce projet a correspondu aux visées américaines dans la région. Et donc, les Américains vont encourager les forces spéciales britanniques à entraîner les troupes rwandaises, les troupes tutsis rwandaises, dans une base appelée Jinja en Ouganda. Et à la même période, les services secrets Dick Cheney, Dick Cheney va demander au Pentagone de peaufiner une stratégie pour occuper la région des Grands Lacs. Et donc, tout va partir du Rwanda. Les Américains vont utiliser le Rwanda comme base arrière pour faire main basse sur le Zaïre et surtout sur les ressources naturelles du Zaïre. Et donc, tout va partir de ce pays. Ils vont faire du Rwanda un genre de protectorat. Donc, il fallait déstabiliser le Rwanda pour arriver au Zaïre. Et je suis tombé d'ailleurs sur... je reprends le témoignage d'un dignitaire rwandais qui m'explique que les Américains leur ont dit que si vous nous aidez à atteindre le Zaïre, nous allons demander à Kagame de ne pas continuer à vous importuner. Et les Hutus avaient dit non parce que c'est un pouvoir dirigé par les Hutus. Ils vont dire non, on ne peut pas vous aider parce que le Zaïre est un pays frère. Et donc pour cela, ils vont payer le prix fort. Le Rwanda va être déstabilisé, le chef de l'État, le président Juvenal Habyarimana va être assassiné. Et après, tout juste après, quand Kagame arrive au pouvoir, il commence directement à planifier maintenant l'invasion du Zaïre. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire ou dans les médias pour dire que oui, c'est à cause des Hutus que le Zaïre est envahi, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je le prouve dans le livre en reprenant un document confidentiel. Mais quand la France appelle, contacte Mobutu, François Mitterrand, quand je dis la France, François Mitterrand contacte Mobutu pour lui demander d'accueillir les réfugiés Hutus et que Mobutu ouvre les frontières à l'est du Zaïre à l'époque, ça, c'est pas un calcul contre le pays. Je suis très content que vous posiez cette question. C'est une question que je traite dans le livre, parce que je parle de l'implication française dans cette situation. Vous savez, je détaille même la stratégie militaire utilisée par Kagame pour arriver à ses fins. Il ne faut pas oublier que les réfugiés ne sont pas arrivés au Zaïre, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que Kagame les massacrait. Et il le poussait à aller au Zaïre. Et il ne poussait pas à aller au nord, au sud, voilà. à l'est. Parce qu'il y avait la Tanzanie, il y avait le Burundi, il y avait l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Kagame va faire? Kagame avait utilisé une technique, il encerclait ses ennemis et laissait une porte de sortie pour ne pas perdre trop d'hommes. Et donc la porte de sortie, c'était le Zaïre. Il avait fermé la frontière avec la Tanzanie quand ses forces ont conquis cette région. Avec le Burundi, c'était quasiment impossible parce que le pays connaissait déjà des troubles à cause de tout ce qui s'était passé quelques mois auparavant avec l'assassinat du président Ndandaye. Et en Ouganda, c'était la base arrière du FPR. Et d'ailleurs, je reprends là les dires du général Lafourcade, celui qui était le général français qui a dirigé l'opération turquoise. Il dit, on ne comprend pas quand on demande à Kagame pourquoi vous voulez pousser ceux qui ont commis les massacres à le Zaïre, alors que tous les moyens, il y avait moyen de les garder sur place. Les Français vont garder les gens sur place. Les gens qui sont rentrés au Zaïre, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire, sont passés bien avant que les Français arrivent. Quand les Français vont arriver, ils vont stabiliser la situation sur place en créant une zone humanitaire sûre. C'est comme ça qu'on appelait ça. Mais les Français n'ont pas demandé à Mobutu, écoute, ouvre les frontières. Les réfugiés ont commencé à passer au Zaïre bien avant l'arrivée des Français. Et ça, c'est très important, je le détaille dans le livre, je donne d'ailleurs des précisions, je montre carte à l'appui, la carte militaire et l'invasion, l'avancée du FPR et comment on a poussé les réfugiés à se retrouver au Zaïre.
C'est très important. Vous savez, s'ils ont commencé à planifier l'invasion du 088, il faudra en même temps commencer à étudier toutes ces questions de très près parce qu'il n'y a pas de hasard dans les stratégies militaires, surtout les grandes puissances. Donc, selon vous, il y a une défaillance, déjà une méconnaissance de la situation géopolitique et des plans de ses voisins, puisque le Zaïre laisse rentrer des Hutus, des Rwandais bien avant l'arrivée de la France, et la France aussi aurait une méconnaissance à peu près du plan qu'avaient les Américains et les Rwandais. D'ailleurs, je dis dans le livre, je pose cette question, je dis, la France ne s'est-elle pas retrouvée piégée par le FPR? Mais en même temps, la France n'avait pas le choix. De la façon dont les choses se sont passées, la France n'avait pas le choix. La France ne pouvait pas, les forces françaises ne pouvaient pas se déployer avec égalité, à moins de rentrer en contact avec les combattants du FPR. Au Burundi, c'était la catastrophe. L'Ouganda, c'était la base arrière du FPR. Donc le Zaïre était le seul pays qui avait accepté que la force, que le poste de commandement de l'opération turquoise soit là, sur son territoire. Et il n'avait pas le choix. Mais au moins les Français ont pu stabiliser la situation. C'est très important parce que, vous savez, je sais que je serai traité de tous les noms, peut-être de négationniste, j'entends ça des fois, mais là, il faut réécrire l'histoire d'une autre façon. Il y a une terrible propagande sur cette histoire. Il ne faut pas oublier que s'il y a propagande, s'il y a un mensonge sur la situation du Rwanda, c'est pour justifier tout ce qui se passe au Congo. Alors, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, pour vous, est-ce un génocide ou ce sont juste des crimes de guerre comme il en existe et qu'il y en a eu dans l'histoire? Moi, je n'aime pas faire de la compétition victimaire. Je crois que crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, quand tu 2 ou 3 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, c'est la même chose. Il faut sanctionner les criminels. Il y a eu une perversion des faits. Il y a comme... les gens éprouvent une certaine jouissance à raconter des bêtises sur cette histoire du Rwanda. Depuis l'histoire du Rwanda, depuis cette histoire du génocide, entre guillemets, rwandais, tout le monde crie au nom de génocide. Or, il ne s'agit pas seulement de parler de génocide, il s'agit d'abord de parler de vies humaines. Quand on tue des gens, peu importe, intentionnellement ou pas, ce sont des crimes qui doivent être sanctionnés. Aujourd'hui, au Congo, les troupes du Rwanda tuent. Les rapports des Nations Unies parlent de probable génocide. Alors qu'au Rwanda, on a parlé de génocide proprement dit avant même la création d'un tribunal pénal international qui, 16 ans après sa création, n'est toujours pas capable de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu planification du génocide. Au Congo, il y a eu le rapport Mapping qui dit les crimes sont graves et peuvent être traités de génocide devant une juridiction internationale. Voyez-vous, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est une façon bien sournoise d'écrire l'histoire à la place des Africains. Et moi, je ne veux pas tomber dans ce jeu, dans cette compétition victimaire. Je dis simplement que ce soit au Rwanda ou au Congo, les gens ont été massacrés et les criminels doivent être sanctionnés. D'abord, il faut dire que pour parler des élections, je n'ai jamais personnellement soutenu cette logique des élections dans de telles conditions. Les élections doivent être préparées dans de très bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas dans le cas du Congo. Et en ce qui concerne le président actuel de la RDC, M. Joseph Kabila, je dirais simplement que c'est quelqu'un qui, à mon avis, roule pour des intérêts autres que les intérêts congolais. Parce qu'il n'est pas normal qu'un pays comme le Congo soit dirigé de la sorte. Donc, il y a toute une polémique autour des élections, mais une réalité, c'est que tous les observateurs étrangers disent qu'il y a irrégularité. Mais étrangement, ces gens ne veulent pas remettre en question la finalité des choses, c'est-à-dire l'ordre d'arrivée. Et donc, on sent quand même une certaine hypocrisie. Et pour être vraiment honnête envers moi-même, je dirais, j'ai toujours été convaincu, moi, que M. Tshisekedi a gagné ces élections. Même si je ne suis pas membre de l'UDPS, d'ailleurs je l'ai souvent critiqué. Et qu'est-ce qui peut vous laisser entendre ou croire que M. Tshisekedi avait gagné les élections? Parce qu'aujourd'hui, surtout auprès de la diaspora, on l'appelle le président élu. Mais
Qu'est-ce qui prouve cela que, effectivement, M. Tshisekedi avait gagné les élections? Dans mon livre, je parle des élections. Et j'ai eu quelques confidences au Canada. Il y a un diplomate canadien qui nous a dit que la communauté internationale n'est pas prête d'accepter l'élection de M. Tshisekedi. Ce sont des Canadiens qui nous ont dit ça. Et j'observe aussi le comportement curieux des Occidentaux. Vous savez, quand on a vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, on a vu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils essaient de faire en Russie, en diabolisant Poutine. Étrangement, au Congo, leur attitude est diamétralement opposée. Et donc moi, je me pose des questions. Au-delà de ces témoignages, il y a quand même l'Église catholique aussi qui a parlé des élections, qui a dit clairement que ces élections ne reflètent pas la vérité des urnes. Il n'y a pas que les observateurs occidentaux. Donc je me dis quand même que l'Église catholique n'est pas quand même assez folle pour dire des choses comme ça. Hein? Les observateurs étrangers disent eux-mêmes qu'il y a des graves irrégularités. Mais quand on est un analyste politique, on déchiffre les dires, on sait lire entre les lignes. Ils savent que ce n'est pas ça la vérité des urnes. Parce que s'ils savaient que c'était ça la vérité des urnes, ils allaient utiliser un autre langage. Quel est ce langage? Vous allez dire que M. Kabila a perdu. Complètement, que M. Tshisekedi a gagné. Mais ils ne peuvent pas dire ça parce que ces élections, c'est d'abord une question d'intérêt. Donc il y a un problème Tshisekedi ou non? Y a-t-il un problème Tshisekedi en fait pour la RDC? Est-ce que Tshisekedi fait l'affaire pour la communauté internationale ou non? Est-ce que Tshisekedi peut être un partenaire viable aux yeux de la communauté internationale qui ont, pour la majorité, beaucoup investi ou pris des engagements avec la RDC? Est-ce que ces garanties-là peuvent continuer avec un M. Tshisekedi au pouvoir? Mais le problème n'est pas de savoir ce que la communauté internationale veut, c'est ce que les Congolais veulent. Et nous ne sommes pas là pour fonctionner selon les desiderata des Occidentaux. Nous devons nous mettre ça dans la tête, nous les Africains en général, pas seulement les Congolais. Nous devons nous sortir de cette mentalité de coloniser. Et il n'y a pas que les dirigeants actuels qui l'ont accepté, même l'opposition. Parce que j'ai vu comment M. Tshisekedi se démêlait, il critiquait les Occidentaux, faisait appel à la communauté internationale, c'est-à-dire que le peuple congolais est là, abasourdi, il ne comprend plus rien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si notre pays se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a une certaine irresponsabilité au niveau de la classe politique. Et je ne parle pas seulement du pouvoir, mais même de l'opposition. Parce qu'il n'est pas normal pour des politiciens qui se disent aguerris, qui comprennent la situation, d'accepter cette forme de colonisation sournoise de notre pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se retire du système, on fait une révolution, et après qu'est-ce qui se passe? On se retrouve seul au monde contre... Les Congolais, on ne peut pas se retrouver seul au monde. Les Latino-Américains l'ont fait. Ce ne sont pas des extraterrestres. Le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, ce sont des pays dirigés par des êtres humains. Mais qu'ont-ils fait pour se sortir de ce joug? Pas pour sortir du monde ou de la Terre pour aller sur Mars, pour se sortir de ce joug. Or, le problème chez nous, c'est que nous avons encore l'esprit colonisé. Qu'ont-ils fait? Vous prenez, il y a un travail vous prenez des références... Oui, il y a un travail d'éducation au niveau de la masse. Or, chez nous, ce travail n'est pas fait. Les politiciens... Très bien, parlons de l'éducation de la masse. Vous voulez éduquer la masse, mais comment allez-vous faire pour éduquer la masse? Il y a plusieurs façons d'éduquer la masse, aux choses essentielles. Ça, c'est très important aussi. Moi, j'ai vu au Venezuela des illettrés. Bon, ceux qu'on appelle les analphabètes et tout ça, tout ce que vous voulez. Vous parlez de la situation de leur pays de façon lucide. Ça existe en RDC, vous avez les parlementaires debout. Vous avez les parlementaires debout. Non, je dis bien lucide. Je dis bien lucide. Vous savez, quand vous écoutez les Congolais, nous devons être honnêtes. Quand moi, souvent, j'écoute nos compatriotes, je me dis, nous n'avons encore rien compris. Crier, Kabila dégage et tout ça, oui, nous voulons que les choses changent, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas la finalité des choses. Parce que Mobutu est parti, la situation s'est empirée. Nous sommes sous le joug d'un système qui nous maintient dans l'esclavage, ça fait maintenant plus de 100 ans. Ce n'est pas pour rien que je remonte jusqu'à l'époque de Lumumba dans le livre. Ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Et ce système-là
s'adaptent aux situations du moment. Ils viennent vous dire, allez aux élections. Les Africains, les Congolais en particulier, disent on va aller aux élections parce que nous pensons que ce sont les élections qui emmènent ce qu'ils appellent la démocratie. Or, ce n'est pas vrai. Et tant que les Africains ne remettront pas en question, tout ce qu'on leur a appris par leurs oppresseurs, cette situation continuera. Mais pour éduquer, il faut éduquer les gens aux choses essentielles. Il faut désaliéner les esprits. C'est ça l'éducation en fait. D'accord, mais aujourd'hui nous avons déjà en place des gens que moi à titre personnel j'ai pour habitude d'appeler les bac plus 40, les super diplômés, ceux qui ne veulent jamais quitter les bancs de l'université, à la tête de toutes les organisations et autres administrations qui gèrent le pays. Comment allons-nous faire et qu'est-ce que vous proposez pour que ces gens-là qui sont, selon vos dires, déjà aliénés, déjà formatés à une vision européanisée, comment allons-nous faire avec ces gens-là qui sont déjà en place pour éduquer la masse? Puisque eux, ils ont déjà une vision. Mais eux, ils sont pires, ils doivent être éduqués aussi. Il ne faut pas confondre tête pleine et tête bien faite. En Afrique, nous avons des têtes pleines, des gens qui sortent des universités, qui récitent leurs cours. Ce ne sont pas des têtes bien faites. Vous comprenez cela. Lumumba il a été un autodidacte, il n'est pas allé, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de doctorat, tout ce que vous voulez. Mais Lumumba a compris, il y a 50 ans, ce que la majorité de ces têtes remplies n'ont pas encore compris jusqu'à ce jour. Vous comprenez cela. Aujourd'hui, la faille du continent, elle est toujours dit, elle est intellectuelle. Quand vous allez dans les universités, on vous dit des choses, vous ne les analysez pas, vous les gobez, et vous allez reproduire ça chez vous. Vous détruisez encore votre pays, mais vous êtes des idiots utiles au système. Il faut désaliéner les esprits, il faut décoloniser les esprits. Parce que les universités occidentales sont avant tout des institutions idéologiques. Les programmes académiques, c'est le gouvernement qui décide. Mais derrière, il y a des think tanks, il y a des groupes de réflexion, des groupes d'intérêt. Ils ne vont pas vous enseigner des choses qui vont à l'encontre du système impérial. Il faut le savoir. Je parle de ça dans le livre, la décolonisation des esprits. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a plusieurs intellectuels occidentaux qui en parlent. Noam Chomsky, Edward Hermansky le disent. Ils le disent clairement. Vous pensez pourquoi est-ce que l'Occident va soutenir Ouattara d'après vous? C'est un homme du FMI. Il va appliquer les ajustements structurels. Il va hypothéquer encore son pays de plus en plus. Vous allez au Zimbabwe. Dans les années 80, ils ont eu là un ministre de Finances, le nom m'échappe, qui est sorti d'Harvard. Il a foutu le pays par terre. Il est reparti à la Banque mondiale. Vous allez au Congo. Vous avez Kengo qu'on appelle l'homme de la rigueur. Ce sont les mêmes. Mais vous allez en Amérique latine, vous trouvez des gens, ces Indiens qui sont sortis de nulle part, mais qui ont réussi à redresser leur pays. En moins de 2 ans, comme pour la Bolivie. Comment est-ce possible? Comment comprendre que des gens qui se disent intellectuels, mais qui ne le sont pas parce que ce sont des diplômés en réalité? Si je vous suis bien, encore une fois, ces Indiens dont vous parlez, sortis de nulle part, qui ont réussi à redresser leur économie et aujourd'hui avoir un pays plus qu'émergent, comment ils ont fait? Parce que là, ils ont fait le contraire de ce que nous faisons. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas pris comme parole d'évangile tout ce qu'on dit, tout ce que les Occidentaux disent. Bien au contraire, ces États, ils sont même chassés. Certains États de l'Amérique latine, ils ont chassé le FMI, ils ont chassé la Banque mondiale. Mais chez nous, vous allez trouver des économistes qui vont vous dire le plus simplement du monde que nous devons faire affaire avec ces institutions qui nous pillent. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est un pillage scientifiquement organisé. On a donné aux Africains des éléments pour leur propre destruction. Et ces éléments, c'est là-dedans. On vous dit appliquer les ajustements structurels. Vous le faites. On vous dit ratifier des traités que vous ne comprenez pas. Vous le faites. Et après, vous pleurnichez, vous dites, mais ça ne va pas. Pendant ce temps, d'autres sont en train de quitter le navire. Parce que ça ne va pas. Ils s'organisent et les choses vont bien.
pour eux. Voyez-vous, nous avons des idiots utiles. Moi, je les appelle des idiots utiles. Toutes ces personnes qui viennent comme ça, qui récitent leurs cours, qui ne remettent rien en question, ce sont des idiots utiles. Je vais vous donner un exemple. Les Occidentaux parlent de libre marché, tout ce que vous voulez. Mais ils parlent de libre-échange, tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez de très près, vous vous rendez compte que tous ces États sont des États protectionnistes. Mais ils vont chez vous, ils vous disent ouvrez vos frontières, nous allons faire rentrer nos produits avec des produits subventionnés et les nationaux ne peuvent pas concurrencer et puis c'est la faillite. Ils vous envahissent, ils font n'importe quoi chez vous. Comment est-ce possible? Comment peut-on accepter cela? Vous allez dans un pays comme le Congo, vous regardez le code minier du Congo, vous vous dites mais attendez, ce pays fonctionne avec cette bêtise. Mais c'est normal. Et vous allez trouver ceux que vous appelez des intellectuels, mais qui sont en fait des diplômés, passer là-bas pour dire, bon voilà, nous avons produit ceci, nous avons cela, le PPTE, tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi, par exemple, moi, j'ai critiqué le programme de l'UDPS, j'ai critiqué le programme de l'UNC, j'ai critiqué le programme de Kengo Adolo, au PPRD, là, ou avec leur affaire de 5 chantiers, je ne sais même pas c'est quoi, j'ai tout critiqué. Pourquoi? Parce que je regarde ça, je dis, mais ça ne changera rien. Ils reprennent ce que veulent les maîtres. Donc, comme on dit, les têtes occupées reproduisent les clichés des maîtres. Et c'est ce que nous faisons en Afrique, et particulièrement au Congo. Mais en Afrique, et particulièrement au Congo, il n'y a pas, comme il est si souvent dit, cette soif du pouvoir qui fait que vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde pour la RDC, vous vous retrouverez toujours face à quelqu'un prêt à vous trahir. L'histoire du Congo est remplie de ce type d'événements. Dernièrement, on a bien vu le Parlement congolais, comment dirais-je, mettre à sa tête un membre de l'UDPS alors que le président de l'UDPS avait appelé tous les candidats de son parti, soi-disant élus, de ne pas siéger au Parlement. Donc ce type de trahison, c'est monnaie courante en RDC. Quand il y a faillite de l'État, il y a des conséquences qui viennent avec. Je ne dis pas que seule la faillite de l'État justifie ce comportement bizarre, mais je dis simplement que ça fait partie des éléments qu'on peut quand même explorer pour comprendre certains comportements. Mais il y a un autre problème, c'est que l'UDPS même et son chef n'ont pas fait un travail de conscientisation des masses. Ils sont tous allés vers le pouvoir, ils ont voulu le pouvoir. Le peuple ne comprend rien, le peuple veut soutenir, le peuple veut un changement. Donc le peuple dit, bon, ok, on va soutenir Tshisekedi. Mais en réalité, il n'a rien offert aux Congolais de concret comme ça qui peut changer les choses. Nous, les Congolais... L'UDPS a proposé le retour à l'état de droit. Ce qui est quand même quelque chose... Mon frère, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont des états de droit qui sont sous-développés. Vous pensez que les Congolais vont manger état de droit? Vous pensez que les enfants qui ne sont pas scolarisés vont manger état de droit? Mais non. Il y a beaucoup de pays africains qui sont des états de droit, vous le savez, mais qui connaissent des situations socio-économiques terribles. L'état de droit, c'est bien. C'est très bien pour un pays. Si l'UDPS l'a proposé, c'est très bien. Seulement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas cela que nous allons manger, ce n'est pas cela que les enfants congolais vont manger, ce n'est pas cela qui va finir la guerre à l'est de notre pays, parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Il faut comprendre pourquoi notre pays se retrouve dans cette situation. Il faut comprendre les enjeux géopolitiques et tout cela par rapport à l'évolution de notre monde. Parce que la RDC n'est pas le seul pays qui connaît ce genre de situation. Regardez tout ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer en Égypte, ce qui va peut-être se passer en Iran. Tout ça, nous devons regarder ça avec attention. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes acteurs qui opèrent là-bas qui sont chez nous. Est-ce que l'UDPS a fait cet exercice-là? Il faut comprendre que je sais que je veux blesser certaines sensibilités, mais je ne suis pas de ceux qui se plaisent dans un conformisme malsain, à mes yeux.
Je crois que la diaspora, surtout la jeunesse congolaise, a le devoir de faire les choses autrement. Si nous continuons comme ça, comme nos aînés, parce que nous devons nous inspirer de ce que nos aînés ont fait, regarder où ils ont échoué pour mieux faire. Mais si nous reproduisons leurs erreurs, alors nous sommes foutus. Nos enfants qui sont nés ici et qui comprennent ces choses-là aujourd'hui seront encore plus durs envers nous que nous l'avons été envers nos parents, nos aînés. Alors, aujourd'hui, vous venez de parler de la diaspora et j'en profitais pour faire le pont avec ce qui se passe au niveau de la diaspora congolaise. Beaucoup de Congolais aujourd'hui se font appeler combattants résistants, manifestent, déclarent, crient leur amour et leur peine pour tout ce qui se passe dans leur pays d'origine. Vous qui êtes un observateur attentif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce mouvement qu'on appelle combattants résistants? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus ou de moins par rapport à un issue plutôt favorable en RDC demain? C'est quoi les combattants pour vous? Qu'est-ce qu'ils apportent? Bref, parlez-nous des combattants. D'abord, les combattants, ça dépend où, parce que tout celui qui milite pour la cause congolaise, pour moi, est un combattant, en général, par rapport au vrai sens du mot. Maintenant, aujourd'hui, au sein de la diaspora congolaise, combattant veut dire un groupe d'individus qui s'adonnent à certaines actions, certaines revendications. C'est très bien. Mais seulement, je constate aussi que... Des actions souvent spectaculaires. Spectaculaires. Ce sont des groupes de pression. Et dans une lutte, ces groupes sont importants aussi. Vous savez, dans une lutte comme celle que mènent les Congolais, il faut comprendre que cette lutte va se faire à plusieurs niveaux, sur plusieurs fronts. Les intellectuels doivent faire leur travail, les combattants doivent faire ce qui est bien pour la cause du pays, les religieux, tout ce que vous voulez. Chacun doit s'impliquer à sa façon, mais toujours avec un idéal, avec un but précis. Mais je constate au niveau des combattants, je ne dirais pas tous, mais un petit groupe, pas au Canada, pas aux États-Unis, parce qu'ils sont partout, mais en Europe, particulièrement en France, certaines déviances un peu bizarres, certains comportements biscornus. Et je trouve ça pathétique. Surtout quand je vois des vieux, des vieilles dames, passer comme ça, se filmer, passer pour dire n'importe quoi, ou régler leurs affaires en public et tout ça. C'est pas bien. Voyez-vous? Mais au-delà de tout ça, je crois que les Congolais ont besoin d'être éduqués aux choses essentielles. J'insiste. Parce que quand quelqu'un a le cerveau occupé, quand quelqu'un est aliéné, quand quelqu'un ne comprend pas, écoutez, cette personne peut se battre, il va se battre en l'air, dans le vide. Vous comprenez? Et les gens doivent un peu mettre de côté ce comportement de toujours chercher à se faire voir, l'éclat, tout ce que vous voulez. Je parle de certaines personnes. Ce n'est pas la majorité des Congolais. Il y a d'un petit groupe que je trouve quand même un peu étrange. C'est pas un peu cette recherche de starification, de védétariat qui a toujours existé en RDC? On a si bien vu des pseudo-chanteurs qui n'ont pas réussi à être des collaborateurs d'un Kofi ou d'un Werason, qui sont devenus des chanteurs religieux, qui sortent aussi bien des CD et des albums, alors qu'ils auraient bien aimé danser le Ndombolo. Aujourd'hui, peut-être que ces combattants et autres qui, se font voir, sont-ils là pour un vrai combat ou sont là pour se montrer et devenir des personnalités? Mais c'est clair qu'il y a des gens qui sont là pour se faire un nom. C'est clair. Et vous savez, ça marche bien parce que souvent les Congolais s'attachent à des bêtises. Il faut le dire. Moi, des fois, quand je lis certains commentaires sur le net, sur certains sujets d'importance, je regarde l'engouement. Quand c'est un sujet quand même assez stupide, je me dis, mais attends, ce peuple a un problème. Et moi-même, je me suis fait demander plusieurs fois par des amis étrangers,
qui suivent de près la situation africaine, là, pas seulement africaine, donc le Congo et tout, qui me demandent, Patrick, mais franchement, mais c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que les gens nous lisent. Et les gens sont frappés de constater combien le Congolais s'attache à des futilités, à des affaires banales. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit éduquer le peuple aux choses essentielles. Comment voulez-vous combattre un système beaucoup plus puissant, avec beaucoup plus de moyens, en demeurant dans la bêtise? C'est le problème que nous avons. C'est bien beau de crier, hein, combattant ceci, combattant cela. Écoutez, vous n'impressionnez personne. Vous n'impressionnez pas les intérêts, les grands intérêts qui dominent le Congo. Pas du tout. Ils ne savent même pas que vous existez. Mais si vous vous organisez sérieusement, vous menez des actions sérieuses qui ont... Vous dites, excusez-moi de vous couper, mais vous dites que les organisations et autres dirigeants du monde ne connaissent même pas l'existence des combattants résistants congolais. Non mais, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent le savoir, mais savent qu'ils ne représentent pas de danger pour leurs intérêts. Vous savez, le système de pouvoir s'adapte à toutes les situations. Dans les années 50, dans les années 60-70, pendant la guerre du Vietnam, on a vu des manifestations en Occident, aux États-Unis et tout ça. Cela fait pencher la balance. Aujourd'hui, nous voyons des manifestations monstres contre les réunions du G20, du G8. Mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'est adapté. Le pouvoir s'est adapté, le pouvoir a compris que on peut les laisser manifester. C'est une façon de leur faire croire qu'ils sont dans un pays de droit, un pays démocratique, tout ce que vous voulez, en notant que leurs actions ne font pas bouger la structure du pouvoir, les structures du pouvoir. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau de l'Occident. Maintenant, imaginez-vous, nous qui marchons ici. Marcher, c'est bien, mais comme ça ne s'arrête pas là. Vous marchez et tout ça. Pardon, déjà les médias vous censurent, parce qu'ils contrôlent les médias. Personne ne peut même savoir que vous avez... Quel est l'intérêt de marcher un samedi dans les rues de Bruxelles, aller jusqu'au Parlement, quand les institutions sont fermées? Quel est l'intérêt de marcher dans les rues de Paris un samedi, alors que tous les décideurs de l'État français sont en week-end dans leurs maisons de campagne et autres? Mais la réponse se trouve dans vos questions. Il n'y a aucun intérêt, à part, peut-être qu'on va voir que nous avons marché, à la limite, peut-être certains Français vont se demander, mais pourquoi ces gens marchent? Mais encore faut-il, pendant la marche, passer un message qui peut toucher. Un message qui peut peut-être entraîner un début de changement. Si vous dites quand même, mais dégage, c'est bien. Nous voulons tous qu'il y ait changement. Mais le problème, c'est que les médias peuvent le prendre et l'utiliser contre vous, en disant, bah, ce sont les opposants congolais. Et donc le Français qui vous voit va dire, bon, ce sont les opposants, et puis bon, c'est une affaire interne. Or, le problème du Congo n'est pas interne au Congolais. Donc, un des problèmes aussi des combattants, c'est d'avoir quasiment pris la casquette de l'UDPS et défendre la cause de Tshisekedi déclaré perdant aux élections, puisqu'aujourd'hui, ce qui est dit, par exemple, lors de l'agression de Kengo Adondo, le président du Sénat à Paris, c'est que ce sont des membres de l'UDPS ou des soutiens de l'UDPS qui auraient agressé M. Kengo Adondo. Ben, moi, je l'ai dit, moi, quand on a agressé Kengo, ça ne change rien. Excusez-moi. Écoutez, qu'on agresse M. Kengo ou pas ne change rien à ma vie. Simplement, je regarde beaucoup plus loin, je me dis, ils vont diaboliser Tshisekedi. C'est ça. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est-à-dire, on pose des actions sans réfléchir. Et on est content en plus. Et c'est ça le problème. On s'enfonce. Parce que ces gens-là aiment ça. Il faut qu'on Vous dénoncez l'agression contre Kengo Adondo? Je dénonce l'agression pour une raison très simple. Moi, je ne vois pas seulement l'agression. Je vois les conséquences qui viennent avec. Nous sommes ici en Occident. J'ai lu quelque part que les services de renseignement des pays de l'Union européenne s'intéressent maintenant qu'à des combattants. Mais ces combattants doivent savoir que les services de renseignement, ce n'est pas n'importe quoi. Ils peuvent retourner plusieurs combattants qui vont travailler pour eux, mais qui vont rester là avec vous. Vous comprenez cela? Moi, je vois ça avec ce regard-là. Je vois aussi qu'ils vont diaboliser les combattants pour dire, bon voilà, ces Congolais sont des sauvages, ils soutiennent Tshisekedi, qui appellent les gens n'importe quoi, c'est de la propagande. Et ça marche.
Parce que les Français qui vont écouter ça, les Belges ou les Canadiens vont dire, mais pourquoi est-ce que nous allons nous joindre à des gens qui sont comme ça? Ce n'est pas pour rien qu'il y a de la propagande. Mais entre la philosophie de certains qui disent nous allons pourrir chez vous comme vous pourrissez chez nous. Nous n'allons rien pourrir ici. Il faut dire la vérité, mon cher. Ils peuvent, si nous commençons à faire du n'importe quoi, ils peuvent passer des lois pour nous casser. Ils peuvent même passer des lois pour nous expulser chez nous. Alors ils disent qu'ils sont nombreux et qu'ils peuvent aller un par un en prison, comme cela a déjà un peu commencé. Il ne faut pas être émotif, il faut être rationnel, mon frère. Vous savez, si vous combattez, si vous luttez pour une cause, vous êtes important pour non seulement votre famille, mais pour ceux qui vous suivent. Si vous posez des actions qui peuvent mener à votre perte rapidement, cela peut court-circuiter le combat. Il faut réfléchir à 2 reprises. Vous comprenez? Quand Lumumba quittait sa résidence, il allait rejoindre ses partisans pour continuer le combat. Il s'est fait prendre. Et on a vu la suite de l'histoire. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur des États-Unis dit? Il dit, si Lumumba avait atteint le bastion où se trouvaient ses partisans, il aurait pu renverser la situation en moins de 5 minutes. Quand vous lisez les archives de la CIA et tout ça, vous voyez que ces gens avaient peur de lui, ils le craignaient. Parce qu'ils savaient que Lumumba n'était pas un idiot. Mais il s'est fait prendre parce que ça fait partie du combat. Mais il ne l'a pas voulu. Mais nous, c'est comme si nous disons, nous allons aller, tout ça, dans quoi, Tabakangi, oui, écoutez, ils vont vous éliminer. Ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont beaucoup plus de moyens. C'est un combat qu'il faut mener, je dis, sur plusieurs fronts. Nous devons intéresser les Français, les Belges et les Canadiens sur la situation de notre pays. Que pensez-vous alors du fameux député belge qui aujourd'hui plaide même dans l'Assemblée belge la cause de la RDC et dénonce l'État belge? C'est très bien, mais c'est ce que nous devons chercher à certains niveaux. Vous comprenez? Nous devons emmener ces gens, parce que vous êtes des Français, nous sommes des Canadiens, des Belges. Vous y croyez en sa sincérité et de son combat pour la RDC? Ce Belge? Oui. Mais je me dis, je ne sais pas s'il est sincère ou pas, je vois des actions que je juge positives. Je me dis, c'est très bien. Ce n'est pas un leurre? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, ce sera malhonnête ou démagogique de ma part. Mais je vois des actions que je juge positives, je me dis, c'est très bien, mais le dernier mot, ce sont les Congolais. Ce n'est pas ce député-là qui va changer le Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes et ils doivent savoir s'y prendre. Ils doivent savoir agir dans le sens de leurs intérêts pour ne pas miner leur combat, mais pour faire avancer ce combat. Parce qu'en posant certaines actions, on mine le combat. Au Canada, on voit des jeunes qui s'organisent très bien dans les universités partout. Le message passe. Les Canadiens s'intéressent à ça. Il y a même eu on veut légiférer sur l'implication des multinationales canadiennes en Afrique. On a vu pas mal d'artistes hollywoodiens plaider la cause de la RDC. Mais ça reste encore un peu tiède, quoi. Moi, je me méfie de ces gens. Un Ben Affleck, par exemple, je sais que c'est un ami de Paul Kagame. Il emmène ses enfants regarder les matchs de Red Sox. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'impérialisme humanitaire. Des gens qui viennent avec le drapeau de l'humanitaire, mais qui, en bas, fonctionnent pour des intérêts obscurs. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut éduquer les gens, pour comprendre ces choses-là. On les voit venir, on sait, parce que vous savez, quand vous comprenez ces choses, un discours vous donne une idée de la personne qui est en face de vous. Vous comprenez? Quand Ben Affleck est venu, il passe devant le Congrès et tout ça, raconte les choses, c'est bien bon. Mais quand Ben Affleck était au Congo, personne ne savait qu'il venait du Rwanda. Il a caché cette information. Et quand le Congolais se régale, vous avez des journalistes indépendants qui militent vraiment pour le Congo, qui sont frappés, qui sont étonnés. Qui se demandent, attends, ces gens ne comprennent rien ou quoi? Les ONG, les personnalités, vous savez, on a vu les personnalités américaines au Darfour. Pour qui fonctionnent-elles? Pour des ONG, pour des organisations comme Urgence Darfour ou Save Darfour, qui sont liées au Mossad ou à la CIA. Mais si vous ne connaissez pas cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous abandonner à ces gens-là et vous allez vous faire avoir comme des moutons. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons nous abandonner
aux mains de ceux qui nous opèrent. Je vous ai dit, mon frère, le pouvoir s'adapte aux situations. Vous militez pour la cause congolaise, il met en place des ONG qui militent pour le Congo, mais qui en sous-main travaillent pour eux. Ils viennent à vos côtés, que de vous poser des questions, vous les embrassez, tout ça, oui. Et en même temps, vous faites avoir. Ils vous regardent de l'intérieur, vous êtes infiltrés, ils vous surveillent de l'intérieur. Vous comprenez? Donc, il y a un problème d'ignorance. Et l'ignorance tue. Nous devons apprendre. Nous devons nous éduquer. Nous devons mettre de côté certaines habitudes, mon frère. Nous ne voulons pas apprendre. Je vois le livre de Charles Nana qui sort en France. Fini. Les Ivoiriens ont tout pris. Ils veulent apprendre. Un livre sort sur le Congo, 0. Peu de personnes vont acheter les livres parmi les Congolais. Souvent, ce sont les étrangers qui vont acheter pour lire, pour apprendre sur le Congo. Bah, nous espérons en tout cas que votre livre, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, sera acheté et lu par un grand nombre de Congolais. Mais encore une fois, vos analyses, ça va très très loin et ça dénonce beaucoup de choses. Mais vous, Patrick Mbeko, vous êtes un point d'interrogation, une énigme totale pour les Congolais. Il n'y a pas si longtemps, peut-être vos proches vous connaissez autres, mais vous débarquez comme ça, à la lecture de votre livre, que je n'ai pas encore, je tiens à préciser, pas lu, il vient de me l'offrir, on voit des documents qualifiés de secret défense, on voit une lettre officielle de Paul Kagame parlant de l'invention de la RDC, on voit énormément de choses. Et M. Mbeko, qui est, comment dirais-je, l'auteur de ce livre, a pu obtenir ce type de document. Moi, ma question, c'est de savoir comment faites-vous pour obtenir ce type de document qui, en fait, argumente votre thèse et certifie que vos propos, en fait, sont en quelque sorte véridiques, selon les documents fournis dans le livre. Et bon, je frappe à certaines portes et puis on dit qui cherche trouve, donc je frappe à certaines portes et puis on m'ouvre la porte. Donc ces mêmes personnes... Ces mêmes personnes qui disent payant ne remarquent même pas que payant reprend souvent ce que dit M. Nouring Banda. Je pense que les livres de M. Nouring Banda sont des très bons livres. Il y a des livres, il y a d'autres livres écrits par, il y a des livres de Charles Nana qui traitent de la question des Grands Lacs et tout ça. Il y a Pierre Péan aussi. Il y a plusieurs auteurs. Mais moi, je conseillerais vraiment aux Congolais de commencer par les deux livres de M. Banda qui sont très très bien écrits. Ce sont des très bons livres, ce sont des classiques. Et ces livres-là doivent être enseignés à nos enfants à l'école. Mais à la lecture de ces deux livres que vous proposez, les lecteurs devront-ils oublier ce qu'a été M. Mwanda pendant la Deuxième République? Qu'il a été? Je sais qu'il était le chef des services secrets, je sais qu'il était le ministre de la Défense. C'est ce que je sais. Et le fameux Terminator, ça vient d'où ça? Vous savez, mon frère, en travaillant sur mon livre et en parlant à plusieurs acteurs étrangers surtout, j'ai réalisé combien il était très prudent de savoir de quoi nous parlons. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, tous les livres d'histoire disent qu'Habyarimana a commis un génocide au Rwanda. Vous savez, on a préparé ce génocide. On en parle encore, on en parle, on en reparle. Comme je le demande dans mon livre, rien de tout cela n'était vrai. Je ne dis pas que M. Mbanda n'a rien fait. Je n'ai aucune preuve. Donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que on nous a dit aussi que Mobutu avait assassiné les étudiants à Lubumbashi. Nous savons aujourd'hui que c'est là, il faut. Mais vous savez que cela en est la déstabilisation de notre pays. Parce que je parle de ça dans ce livre-là. On nous a imposé un embargo pendant qu'on préparait les Tutsis à nous envahir. Aucun Congolais n'a vu cela venir. La classe politique, surtout l'opposition, s'est adonnée à un jeu pour le moins curieux en disant oui, Mobutu a assassiné, Mobutu a tué. Vous vous rappelez de Monde? Horreur, horreur. Quand il arrive au pouvoir, on lui demande où se trouve le fameux charnier. Il est incapable. Il a dit, oh non, je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Vous allez au Rwanda. En 91,
En 92, il y a eu un rapport de la commission d'enquête internationale sur les crimes, sur les droits de l'homme au Rwanda. C'est à partir de ce moment qu'on a dit qu'Habyarimana avait mené une politique de génocide. On a dit qu'Habyarimana avait des escadrons de la mort. Et tout ça. Mais aujourd'hui, on sait que c'est faux, ça n'a jamais existé. Les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda nous ont mené de révélation en révélation. Et aujourd'hui, on se demande si nous connaissions la préhistoire. Non. Je vais vous donner un autre exemple de Bokassa, celui qui mangeait soi-disant les gens. Il y a un livre de Charles Nana sur Bokassa que je conseillerais à certains de lire. Parce que Charles Nana est la seule personne et le seul journaliste à avoir les archives de Bokassa, à avoir accès à ces archives. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous dit. Je peux même vous citer une citation de M. Jean-Pierre Mbello. Jean-Pierre Mbello a dit une chose dans l'un de ses articles. Il a dit, au Congo, quand on parle de Mobutu, les Congolais se déchaînent. Mais personne parmi les Congolais ne prend le temps d'analyser vraiment le parcours de cet homme et certaines décisions qu'il a prises. Et il pose une question de pourquoi. Il répond en disant à cause de l'aliénation intellectuelle, à cause du discours dominant. Nous reproduisons les discours des maîtres. Si Ngbanda a tué des gens ou pas, nous le saurons demain. Si notre pays se sort de ce trou, monsieur, mais nous n'allons pas rester là regarder, nous allons réécrire l'histoire. Nous allons enquêter sur ces choses-là. Vous comprenez? Pour les générations futures, parce qu'ils doivent connaître la vérité. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui disent, pour cette enquête, c'est qu'il dit qu'Aboma Lumumba, le héros national. Vous comprenez cela? Donc, chacun peut donner des arguments dans son coin. Et moi, je conseille aux gens de lire deux livres que j'estime importants pour l'histoire de notre pays. Ce sont des livres qui sont des classiques. N'importe qui a lu ces livres-là, que ce soit dans l'opposition, même des étrangers. Il y a des gens, tout le monde le dit. La personnalité de M. Ngbanda ne me regarde pas, c'est le contenu de son livre qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, j'ai une personnalité, je ne suis pas un saint. Mais mon livre, vous devez me juger. Si vous jugez mon travail intellectuel, vous allez juger mon livre, mes écrits, tout ce que j'ai fait comme travail d'investigation. Dans ces livres, et dans la personne dont vous parlez, M. Ngbanda, fait partie de ces personnes qui ont conscientisé ou mis sur la table le cas de l'affiliation Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Vous, encore une fois, en tant que spécialiste analyste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qui est M. Joseph Kabila? Est-il le fils de Laurent? Oui ou non? Laurent Désiré Kabila dit que c'est son fils. On dit que c'est son fils adoptif. Je sais que M. Ngbanda avait dit que c'était son fils adoptif. Ton fils adoptif, c'est ton fils. Mais cela ne veut pas dire qu'il est peut-être congolais ou qu'il peut être président de la République. Parce que c'est à cela que vous faites allusion. Je vous pose une question en tout cas. Mais moi, dans le livre, j'ai répertorié certains articles. Je suis un peu dans les archives pour essayer de voir un peu. Et presque tout ce que j'ai pu consulter nous mène à une conclusion. C'est que M. Joseph Kabila, qu'il soit le fils adoptif ou qu'il soit le fils, il n'est pas le fils biologique, soit le fils, non, ça nous mène à un point, pardon, c'est que M. Kabila est le fils adoptif de M. Laurent Désiré Kabila, né d'une mère rwandaise, toute rwandaise. Le ministre belge des Affaires étrangères l'a dit. Un quotidien britannique a fait un long papier sur le président Kabila. Un de ses compagnons d'armes, je crois qu'il est décédé, qui s'appelait Sylvain Bouquet, le dit au New York Times en 2001, et je répertorie tout cela. Le spécialiste allemand, Helmut Strezek, le dit aussi. Laurent Kunda, qui est un Tutsi rwandais, le dit clairement. Quand on lui pose la question s'il y a des Rwandais dans l'armée congolaise, Kunda renchérit en disant si les Congolais veulent savoir s'il y a des soldats rwandais au sein de l'armée, son propre président, élu au suffrage universel, M. Joseph Kabila, est Tutsi comme moi. C'est Kunda qui le dit. Donc, il y a plusieurs points qui tendent à la même conclusion. Je peux vous citer aussi Jeune Afrique qui dit la même chose.
Je peux vous citer Christopher Hayat du journal Libération qui dit la même chose. Et qui dit, je vais vous citer, excusez-moi, parce que j'ai parlé de cela dans le livre, je préfère bien le citer. Donc voilà, la question identitaire. Là, il y a même un député belge qui s'appelle, bon, je pense que vous savez, là, c'est lui qui avait dit Joseph Kabila est connu par nos services de renseignement comme étant un sujet d'origine rwandaise. Tous les hommes politiques belges sont au courant de la responsabilité de Joseph Kabila en tant que chef militaire de l'AFDEL, avec son cortège de massacres, épuration ethnique, génocide, crimes de guerre, crimes contre les populations civiles pendant la rébellion visant à chasser le dictateur Mobutu. Et donc, il y a Christopher Hayat, lui, voilà. Il y a même Colette Brackman, ça c'est très important, Colette Brackman qui défend beaucoup M. Kabila, qui dit que le fils du président défunt, par exemple de Joseph Kabila, est à moitié Tutsi, c'est qu'il n'améliore pas sa popularité à Kinshasa. De nombreux Kinois détestent les Tutsis assimilés aux Rwandais, agression connue du Congo. Ça, c'est Colette Brackman, donc une personne qui est très proche de M. Joseph Kabila. Il y a une dépêche de la BBC du 17 janvier 2001 qui dit la même chose. Joseph Kabila est né de mère rwandaise. C'est pas moi qui le dis. Il y a, il y a un de ses frères et puis d'autres disent que c'est pas son frère et tout ça. Donc vous avez tout ça un peu. Je pense que tous ces gens ne sont pas quand même des idiots pour avancer et telle chose. Et je tiens à rappeler quand même que le Washington Post, à partir de 1997, parlait déjà de Joseph Kabila comme étant d'origine rwandaise. Comment expliquez-vous alors tout ce gouvernement, tous ces proches congolais de souche qui ont avalé la pilule, comme on dit, et aujourd'hui valident Joseph Kabila comme congolais et surtout président de la République? C'est très simple, c'est dû à la qualité de la classe politique que nous avons. Nous n'avons pas de classe politique, nous avons une classe politique, je l'ai toujours dit. Quand vous voyez, avant même de parler de Joseph Kabila, regardez dans quel état ce pays se retrouve. Il y a des gens qui trouvent ça normal au pays. Donc, pour ces gens, il serait normal aussi d'avoir quelqu'un d'origine étrangère à la tête du pays, ça ne dérange personne. Qu'il pille le pays, qu'il livre le pays à n'importe quel intérêt obscur, ça ne dérange personne. Parce qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. Il y a une déchéance morale. Et pas seulement, je le dis, pas seulement au niveau du pouvoir, au sein de l'opposition et même de la population qui est aujourd'hui clochardisée. Mais quel est le problème d'avoir un président étranger ou d'avoir un étranger qui travaille pour les intérêts du pays? Non, le problème c'est d'avoir quelqu'un qui respecte les lois, qui est à la bonne place. C'est-à-dire, vous pouvez être étranger. Si la loi congolaise dit que les étrangers peuvent devenir président, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si la loi dit que les étrangers ne peuvent pas devenir président, il faut respecter la loi. Mais la loi... pas seulement pour les gens qui sont d'origine étrangère, même pour nous autres. Mais d'autres lois aussi disent que pour être députés nationaux, il faut... Voilà pourquoi je parle de nous autres, nous qui sommes Congolais d'origine. Nous ne respectons même pas nos propres lois. Pensez aux étrangers maintenant. Soyons conséquents, mon frère. Pour la majorité du Parlement, ce sont des Congolais d'origine qui ont d'autres nationalités. Donc ils sont plus normalement Congolais. Voilà. Mais ils ne respectent pas la loi. Et comment ils se retrouvent à avoir un passeport congolais, à pouvoir... Mais parce que le Congo est un non-État. Le Congo est un non-État. Le Congo fonctionne. Je ne sais même pas comment décrire, c'est une jungle. C'est très normal, vous savez que n'importe qui peut avoir un passeport au Congo, même un étranger. Que voulez-vous? Ce pays est à refonder complètement. On ne peut pas bâtir sur ce que nous avons actuellement. C'est comme se laver avec de l'eau boueuse. Nous devons tout refonder dans ce pays. Et on doit commencer par quoi? Quelle serait la première des choses à faire pour commencer à
la refondation de la RDC? Il faut travailler dans les têtes des gens. Parce que déjà, il y a des lois qu'ils ne respectent pas. Il y a des lois qui sont là, même s'il y a des lois un peu étranges, mais les lois qui sont là ne sont pas respectées par nous-mêmes. Nous devons commencer à travailler dans les têtes. Il y a un problème, vous savez, la déchéance de ce pays a eu des conséquences graves dans la vie des Congolais, même ceux qui sont en Occident. La population est abrutie à un niveau incroyable. Et cela doit changer. Si vous ne travaillez pas sur les têtes, sur les têtes des gens, ben dans les têtes, rien n'avancera. Parce que vous pouvez changer la constitution, dire tout ce que vous voulez, des gens qui ont un mépris pour les textes, des gens qui ne respectent rien, ne respecteront rien. Alors, comment voyez-vous l'issue de cette crise? Comment voyez-vous le Congo, la RDC dans 20 ans, 30 ans? Je vois un pays prospère. Je suis optimiste parce qu'il y a quand même un réveil. C'est un réveil qu'il faut canaliser. Et ça viendra avec le temps. C'est pas évident, même tout ce que nous disons aujourd'hui sur les combattants et tout ça. Il est normal que certaines choses arrivent parce que les gens proviennent d'horizons différents, vous savez. Mais ils veulent tous un changement. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et tout cela doit être canalisé par des têtes bien pensantes. Par des têtes... Ces têtes bien pensantes, comme vous les appelez, sont souvent, comment dirais-je, moi je dis, ça c'est... ils ont abandonné la population. Vous dites qu'il y a des gens motivés, courageux, qui veulent se battre pour le pays. Mais il faut que ça soit canalisé. Mais les têtes bien pensantes, à part, comment dirais-je, snobber ces gens qui battent le Mais papier. tout cela fait partie du cheminement. Ça ne fait que commencer, là. Ça ne fait que commencer. Vous savez, en Amérique latine, ça fait plus de 30 ans. Vous savez. Et donc, les Congolais doivent comprendre aussi que ça ne va pas être facile. Les gens entre nous, ça ne sera pas facile. Mais il faut beaucoup d'abnégation et beaucoup d'amour. Moi, vous savez, tout ce que je fais toujours avec amour, même quand je critique. Je n'aime pas critiquer pour... non, c'est toujours avec amour. Et ça prend beaucoup d'abnégation. Ça ne sera pas évident, mais il faut persévérer. Persévérer, 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 continuer à lutter. Parce que vous savez, plus vous avancez, plus le pouvoir s'adapte. Et je ne parle pas du pouvoir que nous avons à Kinshasa. Je parle du vrai pouvoir, l'establishment mondial. Les mondialistes, tout ce qui domine notre pays. Ils s'adaptent aux situations. C'est un peu comme des caméléons. Vous le mettez quelque part, ça prend la couleur du coin. Et les pouvoirs, les systèmes du pouvoir, tous fonctionnent de la même façon. Et pour nous, ce ne sera pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais commencent à se réveiller. Moi, ça fait 5 ans que je m'intéresse vraiment à la problématique congolaise. D'autres, c'est seulement hier. Et ces gens-là ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Moi, ça m'a pris du temps. Je pense que ces gens-là auront besoin du temps pour comprendre. Mais entre-temps, ceux qui travaillent, les têtes bien pensantes doivent continuer à aider. C'est sûr qu'il y aura certains qui seront quand même découragés à cause de certains comportements, mais il faut continuer. Et c'est comme ça que la science a évolué. Il y a des gens qui ont commencé, ils se sont arrêtés en cours de chemin, d'autres ont continué, et nous sommes là. Et ça continue, ça continue, ça ne s'arrête pas. Le développement ne s'arrête pas, ça continue toujours. Et c'est pareil pour toute lutte qui veut atteindre un but, qui veut se sortir de ce système d'oppression que nous connaissons aujourd'hui en Afrique, et particulièrement au Congo. Ça, c'est très important. Allez lire les travaux de la CIA. Moi, quand je consultais les archives de la CIA sur le Lumumba, il y avait une note qui disait... Là, il y avait un responsable de la CIA qui disait, je crois que c'était Larry Devlin, qui disait, Lumumba, c'est pas vraiment un problème, mais c'est ce qu'il incarne. On ne veut pas que ce qu'il incarne se perpétue. Sinon, nos intérêts seront mis à mal. Et c'est comme ça qu'on détruit les gens. Vous, M. Mbeko, qui dénoncez et qui vous soulevez beaucoup de points, là je regarde votre livre, je vois beaucoup de documents que je qualifierais, même c'est notifié souvent secret. Vous sortez des documents comme ça. Qui êtes-vous en fait? Qui se cache derrière Patrick Mbeko?
qui est cette personne qui peut obtenir des documents secrets? Qui est ce Congolais aujourd'hui qui peut nous présenter une lettre confidentielle de Paul Kagame? Vous sortez d'où? Qui êtes-vous? Je suis Patrick Mbeko, je l'avais dit. C'est tout. Ça reste insuffisant pour moi, puisque, et je pense pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, quand ils vont finir la lecture de votre livre, ils vont... Ok, d'accord, c'est très bien, mais qui est cette personne qui est capable de dire autant de choses, de mettre autant de choses qui paraissent vraies dans un bouquin, et il est encore là à se promener dans les rues de France, à prendre l'avion, à retourner au Canada comme un touriste classique? C'est un individu tout comme d'autres individus. Je suis un Congolais comme les autres Congolais, c'est tout. Qui maintient le mystère à son sujet? Non, qui a une vie comme tout le monde, et puis bon, voilà. Une vie comme tout le monde, mais moi aujourd'hui, pensez-vous que je peux être capable d'obtenir ce type de document? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voulez bien. Si vous pensez que c'est faisable aujourd'hui? Le Congolais, le combattant qui se bat pour la RDC, il se lève et puis il peut avoir accès à des documents notifiés secrets bon. de l'État d'Amérique, du Canada et autres? Ben, bon, ça dépend de ce qu'il veut. S'il veut trouver des documents, bon ben, il peut toujours chercher. Hein. En lui qui cherche trouve. Donc si vous cherchez, vous allez trouver. Et si on cherche sur Patrick Mbeko, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver un Congolais qui vit au Canada, qui fait ses affaires, qui écrit des fois sur le Congo, sur les questions internationales. C'est un peu ça. Il écrit sur le Congo, mais quelles sont les affaires que Patrick Mbeko fait? Peut-être ce sont ces affaires-là qui lui permettent d'avoir accès à beaucoup de choses comme ça. Il étudie les questions internationales, c'est un étudiant. Vous êtes toujours à l'université? J'ai mis à cette session, j'ai pas pris de cours parce que j'étais en train je voyageais un peu trop. Mais la session prochaine, je repars, je continue quoi. Vous continuez? Vous en êtes où alors au niveau études? Vous avez quoi comme diplôme? Ben, un diplôme en Sciences Po. Et puis bon, je continue pour atteindre un certain niveau. Et puis voilà quoi. Vous paraissez mystérieux sur votre personne. Ça fait plus d'une heure que nous sommes en train de converser. Vous avez plus d'aisance à dénoncer, à parler de la RDC qu'à parler de votre personne. Non, je parle de ma personne. Vous m'avez présenté Patrick Mbeko, issu des études de Sciences Po, Relations internationales, et puis voilà. Donc il a écrit un livre, il a écrit un autre livre. Qui sont les amis de Patrick Mbeko? Les amis de Patrick Mbeko, ses compatriotes congolais. Puis voilà. Des amis canadiens aussi, français, belges. Des proches du pouvoir, des francs-maçons, comme les Congolais aiment bien. Non, je ne suis pas dans ce milieu. Je ne suis pas dans le milieu franc-maçonnique. Vous comprenez que j'insiste beaucoup sur votre personne parce que votre personne intrigue. Je sais. Vous êtes une des personnalités congolaises aujourd'hui qui va très loin dans la dénonciation, dans les faits. Quand vous vous attaquez par exemple au président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, vous dites des choses que peu de gens osent dire à son sujet. Bon, c'est vrai. Ça pose question sur vos motivations. Non, mais qui êtes-vous en fait? Moi, ce sont les intérêts du Congo qui comptent. Quand je dénonce l'UDPS, je ne dénonce pas. Bon, quand je dénonce certaines actions de M. Tshisekedi, ce n'est pas parce que je roule pour quelqu'un nécessairement. Quand M. Tshisekedi est arrivé au Canada et tout ça, j'étais le premier, je crois que vous le savez, à parler de fausses quantum. Les gens avaient dit que j'ai déliré. Et 3 mois plus tard, M. Tshisekedi en parlait dans une interview avec Colette Brackman. Voilà encore une preuve de vos connexions que nous n'arrivons pas à maîtriser. Comment vous, dès un rendez-vous réalisé par M. Tshisekedi, vous êtes au courant et vous le dénoncez sur Internet,
Alors que M. Tshisekedi reconnaîtra ces rendez-vous 3 mois plus tard. Comment faites-vous et qui êtes-vous pour même dévancer les journalistes de la diaspora? C'est un vent favorable comme ça, c'est quelqu'un qui m'a soufflé à l'oreille, qui m'a dit bon ben voilà ce qui se passe et puis j'en ai parlé parce Pourrait-on connaître ces quelqu'un-là, ces gens-là qui vous permettent d'être si bien informés? Non mais c'est juste des gens. Si j'en ai parlé, c'était pas pour nécessairement nuire. Moi quand je parlais de tout ça avant les élections, je disais simplement aux Congolais de faire attention. S'ils veulent que M. Tshisekedi soit là, cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras et accepter tout ce qui nous est proposé. Vous savez, les hommes politiques, la politique c'est la politique. Mais nous, c'est le bien-être du Congo que nous voulons. Les politiciens prennent des engagements pour des raisons politiques aussi. Et donc, Monsieur Mbeko, vous voulez le bien-être du Congo, mais vous ne voulez pas que les Congolais sachent réellement qui vous êtes et qui vous soutient, qui est derrière vous. Mais derrière vous faites de la science politique, peut-être que demain vous allez vous retrouver devant les Congolais en leur demandant de vous donner la tête, comment dirais-je, du pays. Non mais la gestion, pardon, du pays. Non mais c'est sûr que si je devrais me retrouver là, il y aura encore beaucoup plus de choses sur moi qui seront exposées pour les Congolais parce que tu ne peux pas devenir aujourd'hui. Bon, ça c'est aujourd'hui, mais demain, je ne pense pas qu'avec le Congo que nous voulons bâtir demain, on pourra devenir président juste comme ça et puis on sort d'on ne sait où pour devenir président. C'est sûr qu'on devrait plus savoir des gens qui vont postuler à la magistrature suprême. Moi, jusque-là, je suis Congolais comme tout le monde, j'ai des amis comme vous, et donc je suis les questions internationales à la télé comme vous. Et donc voilà, si je vous demande, Roger, qui êtes-vous, vous allez me dire, je fais une émission, j'ai une communication et tout ça, donc voilà. C'est tout ce que je fais, donc voilà. Il est très facile aujourd'hui de saisir Roger Moussandji sur Internet ou en France aujourd'hui pour avoir le maximum d'informations sur ma personne, mais il est très difficile d'avoir des informations sur M. Mbeko. Si vous demandez aux gens, mais qui il est, on va vous dire, si vous allez au Canada, ils vont vous demander, c'est un Congolais qui est ici, qui s'intéresse beaucoup. D'ailleurs, quelquefois dans les commentaires, il y a des Congolais du Canada qui vous contestent énormément. Mais c'est normal, bon, ils m'ont accusé de tous les noms, vous savez, ils ont dit que j'étais un agent des services secrets canadiens, ils ont dit beaucoup de choses, mais bon. Voilà pourquoi j'insiste sur votre personne, puisque vous savez très bien tout ce qui est dit sur vous. Vous allez passer aujourd'hui sur Congo Mikili et les gens qui ne vous connaissaient pas vont vous découvrir. Mais et d'autres qui vont encore lire votre livre. Quand je lis le livre de votre ami Charles Onana sur la Côte d'Ivoire et tout ce qu'il démontre là-dedans, je me pose la même question que sur vous. Vous avez le même profil. Qui sont ces Africains aujourd'hui qui sont capables et qui ont la facilité d'écrire des choses comme ça et qui continuent? Ils ne sont pas poursuivis en justice puisque apparemment les propos tenus sont incontestables. Mais comment faites-vous? Si vous me poursuivez en justice, vous devez être capable de dire que j'ai diffamé contre vous. Exactement. Et donc, je suis sur mon affaire. Le livre est quand même bien documenté, je crois, presque 900 sources. Et à part les documents que je reproduis, il y a quand même la liberté d'expression. Hein. On ne va pas dire n'importe quoi, mais quand même, nous essayons d'appuyer ce que nous disons par des faits. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des grands journalistes et tout ça, mais qui racontent des bêtises qui ne sont pas poursuivis. Bon, c'est sûr que quand vous dites certaines vérités qui dérangent, on peut vous poursuivre, d'autant plus que dans un pays comme le Canada, le droit à la réputation est plus important que la liberté d'expression. Donc on vous poursuit pour un oui ou pour un non. Mon ami Alain Deneau, qui a écrit le livre Nord-Canada, a été poursuivi pour 11 millions de dollars, par 2 multinationales canadiennes, et le livre a été retiré du marché. Donc, j'espère que cela ne m'arrivera pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que le livre a quand même duré pour sortir. C'est un peu pour ça que vous avez trouvé un éditeur français. Ouais. Ça sera plus facile pour vous. Ouais, mais si je suis poursuivi, ça sera sous le territoire, la législation française. La législation française. Et donc, je ne pense pas que c'est
ces gens vont cesser parce qu'en France, quand même, c'est pas mal défendu par rapport au Canada. Au Canada, c'est pire, quoi. À part au Québec, il y a une loi sur les poursuites bâillons, donc les poursuites abusives. Au Canada, en France, c'est différent, quoi. Donc, voilà. Donc, mais j'essaie, pour revenir à la question précédente, Ounana, moi, ou n'importe qui, ce sont des Africains qui s'intéressent aux questions de l'Afrique et qui essaient de lire l'Afrique avec un regard africain. C'est tout. Ounana est un journaliste, moi je suis un étudiant, un activiste. Monsieur Mbeko, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Voici pour vous, les amis, le dernier livre de Monsieur Mbeko, à lire absolument. Ça sort bientôt dans toutes les librairies. Allez-y, achetez-le, lisez-le et faites-nous un retour. Merci et à bientôt. Je vous remercie.